À l'été 2021, Angela Merkel a fait sa tournée d'adieu aux chefs d'État et de gouvernement. Et elle s'est arrêtée en Angleterre. Good afternoon. Good afternoon. Nice to see you again. Glad to see you. The Chancellor of the Federal Republic of Germany. I'm delighted. It's very nice. We've got the photographers here, Yes. which are always wanting to take a picture, make history. Yeah, it's history, yeah. Élisabeth II et Angela Merkel ne sont pas franchement du même monde. Et pourtant, elles se ressemblent. Ces tenues de couleur, cette stabilité morale, ces discours un peu ennuyeux. Cette manière d'incarner leur pays au point de devenir des icônes mondiales. Angela Merkel, première femme chancelière d'Allemagne, sera restée 16 ans à la tête d'un des pays les plus puissants du monde. Das ist ein starkes Signal für viele Frauen und für manche Männer sicherlich auch. Et c'est une énigme. Comment cette petite physicienne, née en Allemagne de l'Est, a-t-elle pu être élue 4 fois consécutives et devenir le visage de l'Europe tout entière? C'est pas une femme qui va faire lever les foules, mais c'est une femme solide. Et rien que par son incarnation de l'Europe, elle est une grande européenne. D'où tient-elle sa différence et son autorité face aux mâles qui tiennent le monde? Im Laufe der Jahre auch sehr gelernt, die Eitelkeit einiger Männer auch zu nutzen, um zu Ergebnissen zu kommen. Est-ce la même Merkel qui s'est montrée si inflexible pendant la crise grecque et qui ensuite a tendu la main à plus d'1 million de migrants? Once in a while, you have to go against the tide, because only when you have a vision, you're able to lead. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt anfangen, uns noch entschuldigen zu müssen dafür, dass wir in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen, dann ist das nicht mein Land. Tenter de la comprendre est devenu chez moi une forme d'obsession. Madame Merkel, cela fait des années que je vous observe, que j'écris des articles et des livres sur vous. Mais vous restez toujours à distance. Au moment de vos derniers discours au Bundestag, le Parlement allemand, je m'interroge encore. Qui êtes-vous, Angela Merkel? D'où tenez-vous votre différence? Et qu'est-ce que l'histoire retiendra de vous? Alors je lance cet appel à destination des gens qui vous ont bien connu. Recherche Merkel désespérément. Le son est bon. Prêt? C'est combien? 52 minutes? 70. Ah, c'est pas mal. Ouais. Elle va pas aimer qu'on parle d'elle, mais tant pis. Ok. Hi Tony. Vous êtes d'une élégance, Marie, impressionnante. Psychédélique. Je peux faire ça si j'en ai envie? Merci, je vous laisse débarrasser tout ça. Non? Formidable. Mir geht es sehr gut und ich bin sehr zufrieden, bin glücklich. Angela Merkel est le contraire d'une communicante. Elle déteste l'esbrouf et la mise en scène. Elle ne laisse rien filtrer de sa vie personnelle. À la chancellerie, son style a déteint sur ses collaborateurs. À moins d'un moment d'inattention, ils veillent à ne rien dévoiler des mots que leur patronne tient en privé. Son porte-parole depuis 10 ans, Steffen Seibert, place très haut la barre du devoir de réserve. Même la couleur préférée de la chancelière est considérée par lui comme un scoop secret défense. Bon, je ne vais pas m'exprimer sur les choix de couleur de la chancelière. Il y aurait toujours une interprétation politique. Alors, Ses collaborateurs les plus proches respectent son souhait de cultiver ce style pendant son mandat. Et cette discrétion, cette retenue, c'est ce qu'elle attend de son entourage. La permanence de sa discrétion ajoute au mystère Merkel.
Et j'ai l'intuition que les clés de cette personnalité politique si radicalement différente, on ne peut les trouver qu'à leur source, dans ce pays qui n'existe plus, l'Allemagne de l'Est. C'est là que dès le début, la vie d'Angela Merkel a commencé littéralement à contre-courant. Après la guerre, l'Allemagne est coupée en deux. À l'Est, le régime communiste tient ses citoyens prisonniers. Ils sont des milliers à tenter de passer à l'Ouest au péril de leur vie. Le père d'Angela, le pasteur Horst Kastner, décide d'entraîner sa famille dans l'autre sens. En 1957, 3 ans après la naissance de sa fille, il choisit d'aller de la liberté vers la dictature par sympathie pour l'expérience communiste. Son père était venu de Hambourg, volontairement à l'Est, déjà encore une chose presque inconcevable. Enfin, chez les protestants, tout est possible. C'était un homme intelligent. Il avait énormément de savoir. Et pour lui, la RDA était la meilleure des deux Allemagnes. Le pasteur obtient un poste pour former des séminaristes, ici à Templin, une petite ville à 100 km de Berlin. La famille Kastner s'installe dans un hameau à la lisière de la forêt. Ils habitent au 2e étage de cette maison. À quoi ressemble une enfance à Templin sous la dictature? Je compte sur le meilleur ami d'Angela à l'époque pour me le raconter. Hartmut était son camarade de classe. Sa femme Ingrid aussi. Angela vivait là, en haut. Elle avait sa chambre sous le toit. Ça, c'est un symbole de l'enfance. Ce sont de très vieilles photos. Contrairement aux idées reçues, la future chancelière passe en Allemagne de l'Est une enfance extraordinairement heureuse. On a eu une super jeunesse. Disons que Berlin était loin à l'époque. Cette guerre froide, elle n'est jamais vraiment arrivée chez nous. On avait plein d'activités, on allait à l'école, on avait plein d'occupations, on faisait souvent de la voile. Ah, ici, c'était la patronne. C'était elle qui nous invitait et toute la classe se réunissait. On bavardait et puis on faisait la fête. Ah oui, là, je suis avec Angela et on danse encore ensemble. Là, vous êtes vraiment amoureux, hein? Oh, non, je crois pas. En fait, Angela ne s'intéressait pas vraiment à ces choses-là. C'était 3 amies, en fait, des filles très timides. À l'époque, on les appelait la CDU, Club der Ungeküssen, le club de celles qu'on n'a pas embrassées. Et oui, c'est comme ça qu'on les appelait. On n'aurait jamais cru qu'un jour elle deviendrait vraiment secrétaire générale de ce parti, la CDU. C'est une enfance heureuse, mais aussi studieuse. De chez elle, Angela va à pied au collège et au lycée. C'est là que cette élève exceptionnelle attire l'attention de ses professeurs. Elle était l'une des meilleures élèves de l'école, forte en tout. Elle était bonne en sciences naturelles, en mathématiques, en langue. Mais ce qui était spécial avec Angela, c'est qu'elle pensait très bien. Elle avait de grandes capacités de synthèse. Elle a même remporté des prix aux Olympiades de mathématiques et de Russes qui étaient organisées par la RDA. Et parfois même, elle a obtenu la première place. Templin était une bulle joyeuse. L'enfance, la campagne, à l'écart de l'emprise du régime communiste. Quand Angela Kastner part étudier à Leipzig en 1973, elle découvre la réalité du totalitarisme. La Stasi, la police politique, est présente. Il faut se méfier de tout le monde. Elle choisit d'étudier la physique et la chimie parce que les matières scientifiques sont les seules où l'État ne peut pas imposer sa propagande. À l'université de Leipzig, elle rencontre un certain Ulrich Merkel. À 23 ans, elle l'épouse, divorce rapidement, mais garde son nom. Angela Merkel s'installe à Berlin-Est en 1978. Elle travaille en tant que chercheuse à la fameuse Académie des sciences d'Adlershof. Et elle habite dans ce quartier de Prenzlauer Berg,
aujourd'hui bobo, mais à l'époque complètement décati. Son appartement est à Templiner Strasse, rue de Templin. Ça ne s'invente pas. Mais elle est souvent aussi chez son nouveau compagnon, Joachim Sauer, qui est aujourd'hui son mari. À l'époque, ils ont un ami commun, chercheur en chimie avec eux, Michael Schindelm. Hello, Michael. Wonderful to finally see you. Nice to see you, finally. Ensemble, ils affrontent ce monde sous surveillance. Quand on s'est rencontrés, ils avaient déjà leur propre appartement. Ce devait être l'une de ces maisons-là. Les lieux publics, on n'aimait pas ça. Si on voulait garder certaines choses privées, on n'allait pas au restaurant, on n'allait pas dans les clubs. On se rencontrait à la maison. À cause des oreilles? Oui, on se sentait plus en sécurité. À Berlin-Est, l'Occident n'est qu'à quelques mètres, de l'autre côté du mur. On ne l'en désire que davantage. Tout ce qui vient de l'Ouest a la saveur de l'interdit. Les vêtements, la musique, la pop culture américaine, tout. Un des moyens d'y accéder, la télévision. En observant l'antenne, on pouvait savoir ce que vous regardiez. Il y avait des brigades sur les toits, pas seulement pour détruire les antennes, mais aussi pour identifier leurs propriétaires. Obtenir un laissez-passer pour franchir le mur, de l'Est vers l'Ouest, est un privilège rare. Angela Merkel a cette chance car une partie de sa famille vit à l'Ouest. Elle reçoit l'autorisation exceptionnelle de traverser la frontière pour l'anniversaire d'une tante en Bavière. À ce moment-là, elle aurait pu rester. Elle est revenue, beaucoup ne revenaient pas. Pourquoi est-elle revenue? Elle est revenue et elle était ravie d'avoir été là-bas. Mais elle disait aussi, ma place est ici. Elle n'a jamais imaginé quitter le pays? Non, je ne pense pas. Angela Merkel ne s'est pas enfuie. Parce qu'elle n'est pas une aventurière et parce qu'elle sait composer avec ce qui lui est donné. Faire d'un mal un bien. Mais chaque matin, la réalité de l'enfermement se rappelle à elle quand elle prend le train à la gare de Prenzlauer Allee pour se rendre à l'Académie des sciences avec son collègue Michael. Il y avait plusieurs endroits où on passait au-dessus du mur. On voyait le quartier de Neukölln, par exemple. Bien sûr, c'était déprimant, comme beaucoup de choses. On se sentait vraiment en prison. Naturellement, il y avait cet espoir qu'un jour, on pourrait aller à l'Ouest. Mais c'était très abstrait, parce que jusqu'à la fin de l'Allemagne de l'Est, on n'aurait jamais imaginé que le mur puisse tomber. L'impensable se produit à l'automne 1989. L'Empire soviétique s'effondre, pièce après pièce. Le monde entier assiste, médusé, à la fin du deuxième grand totalitarisme du XXe siècle. L'extravagante ville de Berlin, coupée en deux depuis 3 décennies, est aux premières loges. Le 9 novembre, le mur tombe. Cette nouvelle inouïe, le mur va être percé cette nuit en 4 endroits ou plus. Contrepartie, c'est la dernière journée de cette réunion historique du comité central. Et ce matin encore, 3 hauts dirigeants des conservateurs proches de Necker ont été limogés. Et l'on parle maintenant d'une commission pour examiner la corruption économique. 2 peuples se rencontrent et il va falloir penser à n'en faire qu'un. Construire une nation avec ça. La réunification allemande est en germe dans les blocs de béton piétinés par la foule euphorique. Le mur est tombé et tout recommence à zéro, à partir de rien. Angela Merkel, elle, est au sauna avec une copine, comme chaque semaine. Quand elle sort, la ville est bouleversée. Elle traverse le checkpoint, va boire quelques bières avec des inconnus et regarde sa montre. Elle doit rentrer se coucher, car, dit-elle, elle doit travailler tôt le lendemain. Il y avait une hésitation à faire partie de cette frénésie. Nous ressentions cette grande émotion de la même manière que les autres. Mais vous aviez besoin de gérer tout ça d'abord intérieurement. Il fallait faire le point avec soi-même avant de pouvoir rejoindre la foule. Angela Merkel a 35 ans et d'un jour à l'autre, son monde n'est plus le même. Elle retourne une seule fois à l'Académie des sciences et dit à une collègue
La politique me fascine. Et puis, elle disparaît. Fini la recherche en chimie quantique. C'est sa première volte-face, une fulgurance comme elle en aura parfois quand elle sera chancelière. Elle choisit un petit parti appelé Renouveau démocratique. C'est le seul où elle se sent en confiance parce qu'il est tenu par des gens qui lui ressemblent, des protestants, des pasteurs. Et elle est accueillie par ce pasteur-là, Rainer Eppelmann. Un jour, Angela Merkel a surgi et elle a dit qu'elle aimerait bien travailler pour le parti. Elle a dit « J'aimerais m'engager ». J'ai l'impression que pour la première fois, on peut faire plus que rêver une alternative. On peut vraiment penser et agir alternativement. Rainer Eppelmann voit vite à quoi cette physicienne peut se rendre utile. L'Allemagne de l'Ouest a envoyé des ordinateurs dont personne ne sait se servir. Avec son savoir technique, elle pouvait se servir de machines que nos pasteurs se contentaient de regarder. En RDA, on attendait 12 ans pour un téléphone. On n'avait pas de collaborateurs, tout était bénévole. Et puis elle s'est rendue indispensable. Angela Merkel est totalement engagée dans l'équipe du Renouveau démocratique. Quand un scandale va redistribuer les cartes, on découvre soudain que le dirigeant du parti, Wolfgang Schnur, était un officier de la Stasi. Panique à bord. Notre slogan, c'était « Nous sommes les purs, ceux qui sont libres et honnêtes ». Et d'un coup, notre grand Manitou est dévoilé comme étant un officier de la Stasi. La petite nouvelle se retrouve alors en première ligne face aux journalistes. C'est la toute première apparition d'Angela Merkel à la télévision. Ich möchte nur mitteilen, dass Herr Eppelmann noch nicht in Berlin eingetroffen ist. Hat gesagt, wird um 6 hier sein. Wir vermuten es eigentlich, dass jede Minute kommt. Wer? Aus Gera. Pour gérer ce scandale, Angela Merkel est aux côtés d'Eppelmann. Il est épaté par son sang-froid. À partir de ce moment-là, on est restés proches. Elle a très bien travaillé. Puis les élections libres sont arrivées, les premières et uniques élections libres de la RDA. La réunification de l'Allemagne se prépare. Le petit parti Renouveau démocratique fusionne dans la CDU. À l'Est, le premier et dernier Premier ministre démocratiquement élu de la RDA est chargé d'assurer la transition. Il s'appelle Lothar de Maizière et il a besoin d'une porte-parole. Il demande alors conseil à Rainer Eppelmann, qui répond « Angela Merkel ». Et alors il m'a dit « Pas possible, j'ai déjà proposé ce poste à quelqu'un de chez nous, de la CDU de l'Est. » Et il a dit oui. Mais elle a eu de la chance, ou nous avons tous eu de la chance. Le porte-parole de Lothar de Maizière avait peur de l'avion. Donc, pour tous les grands voyages de Lothar de Maizière, à Moscou, Paris, à Londres, aux États-Unis, le porte-parole du gouvernement était remplacé par sa suppléante, et c'était Angela Merkel. Avec Lothar de Maizière, Angela Merkel commence la politique sérieusement. Elle a 36 ans et participe de l'intérieur à cet événement immense qu'est la réunification de l'Allemagne, aux côtés de ses principaux architectes. Au même moment, un cinéaste allemand revient à Berlin, parce que le mur est tombé et que, comme il dit, c'est là que ça se passe. Il a déjà réalisé des films célébrés dans le monde entier. Il s'est installé à Potsdam, à côté de Berlin, là où passait l'ancien mur. C'est Volker Schlöndorff. En fait, le mur, il passait au milieu du lac, c'est-à-dire la frontière. C'est difficile à imaginer aujourd'hui comment les gens ont pu supporter et vivre cette division, je veux dire, de la vivre émotionnellement, de se promener là et de voir ces barbelés ici. Je suis revenu parce que je pensais qu'il allait y avoir des histoires formidables à raconter quand deux systèmes comme ça, d'un coup, se rencontrent dans la même ville. Hop, on enlève la clôture au milieu et puis maintenant les bêtes s'affrontent et se mélangent. Il doit y avoir des histoires formidables.
Dans l'Allemagne réunifiée, les gens de l'Est et les gens de l'Ouest se rendent compte qu'ils ne connaissent rien les uns des autres. Volker Schlöndorff est invité à participer à des goûters du dimanche, au cours desquels un petit groupe de personnes venues des deux côtés du mur racontent leur expérience. Dans ce groupe, il y a Angela Merkel. Ils étaient tous convaincus que leur État était du bon côté, était l'État meilleur, l'État plus, non seulement plus moral, mais elle savait, comment dire, théoriquement les avantages du socialisme. Seulement, elle avait aussi l'expérience que ça n'a pas fonctionné. La porte-parole de Lothar de Maizière est vite repérée comme travailleuse, calme, loyale et précise. Or, le parti conservateur du chancelier Helmut Kohl, la CDU, doit organiser les premières élections de l'Allemagne réunifiée le 2 décembre 1990. Il lui faut une députée pour la circonscription appelée alors Poméranie-Occidentale-Rügen, une région protestante située à la fois dans l'ancienne Allemagne de l'Est et au nord, sur la Baltique. C'est fait pour elle. Angela Merkel, pour la première fois, part en campagne. Face à la ville de Stralsund, sur l'île de Rügen, la jeune candidate va rencontrer des pêcheurs. Comment va-t-elle être reçue ? Ils sont déjà mécontents des nouveaux quotas de pêche qui leur sont imposés. Leur rencontre est restée célèbre à cause de cette photo prise dans leur cabane et qui ressemble à un tableau de Caspar David Friedrich. Les pêcheurs voient arriver une jeune femme en jupe-culotte à l'air timide. Elle leur dit « Bonjour, je suis candidate pour la CDU, je peux vous parler ?» Ils l'invitent à venir boire un coup dans leur cabane sur la plage. Hallo. Hallo. La cabane n'est plus là, mais j'ai retrouvé l'un d'entre eux. Hallo. Hallo. Alors la cabane, elle a disparu ? La cabane était là-haut. La dune n'était pas si large à l'époque. Et ici, on avait nos bateaux. Ils sont de l'Est, elle est de l'Est. Ça les rassure plutôt. Ils pensent que cette future députée saura comprendre leurs problèmes. On s'est tous dit, « Ah, c'est l'une des nôtres. Les choses vont peut-être avancer. » Alors on lui a un peu parlé de nous, et ensuite elle a dû boire un schnapps. Elle n'en voulait pas, alors notre brigadier a dit « Si tu veux entrer dans la cabane, tu vas devoir boire un schnapps. » Et elle l'a fait. Elle a bu les 3 quarts, et après ça lui a suffi. Vous l'avez tutoyé ? Oui, on l'a tutoyé. Après un schnapps, c'est comme ça chez nous. Elle était normale, une personne normale. Avec cette femme, on pouvait avoir une vraie discussion, comme on s'y attend entre adultes. Elle était factuelle, je le dis toujours, et pas arrogante. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Elle disait « Je le note ». Elle n'a jamais rien promis. Ça, il faut le lui reconnaître. Elle a été maligne. Elle a dit « Je note ». On ne sait pas si elle s'en est occupée. Mais elle n'a rien promis. Très, très intelligente. Ouais. Vous vouliez voter pour elle ? Oui. On l'a tous fait, tous les 9. Elle avait bien présenté les choses. Sans rien promettre à personne, Angela Merkel a su convaincre tout le monde, les pêcheurs et les autres. Un mois plus tard, elle est élue et prête serment au Bundestag. Au même moment, Helmut Kohl doit composer son gouvernement. Il dit à Lothar de Maizière « Je voudrais placer une femme de l'Est à un ministère mou. Vous verriez qui ?» De Maizière lui répond « Prenez Angela, c'est la plus intelligente. » Kohl suit son conseil. Le ministère mou qu'il lui confie est celui des femmes et de la jeunesse. Au ministère, Angela Merkel apporte avec elle un peu de l'Est, où l'égalité entre hommes et femmes était bien plus évidente que dans une Allemagne de l'Ouest tenue en laisse par les mâles conservateurs et catholiques de la CDU. Ich glaube, wenn wir so viel von Gleichberechtigung reden, ist es auch gut, ein eigenständiges Frauenministerium zu haben, wo die Familie nicht immer gleich im gleichen Atemzug mit Frau genannt wird. Comment ont-ils accueilli cette bonne femme qui allait semer la pagaille ?
La célèbre Alice Schwarzer, directrice de la revue Emma et figure légendaire du féminisme allemand, l'a bien connue à cette époque. Quand tu as commencé à rencontrer Merkel, c'était je crois au tout début des années 90, comment était-elle accueillie et traitée par les hommes de son milieu de la CDU et des hommes en général? Oui, c'était 91 et elle était très maltraitée. Parce que à l'époque, on se dit, oui, le nouveau gouvernement, il faut avoir quand même une femme, hein, au moins une. Il faut avoir quelqu'un de l'Est. Ah, qu'est-ce qui est idéal? On prend une femme de l'Est. Comme ça, il y a juste un poste bloqué et les autres. Alors, on a commencé, comme on fait toujours, là, c'était ce moment-là. On a commencé à parler sur sa coiffure, sur leur robe. Elle a l'air de quoi, celle-là? Comme on fait avec les femmes. Hein? Ouais. On ne dit pas elle a tort ou non. Il n'y a pas d'argument. Il y a juste la discrimination sur l'extérieur, sur le physique et tout. C'était pour elle un peu traumatisant qu'on l'a traitée comme ça en tant que femme parce qu'elle ne s'attendait pas à ça. Elle vient de l'Est, elle est physicienne, protestante et tout ça. Elle n'avait pas compris avant qu'être femme dans notre société, ça veut dire on est un être moindre, un être secondaire. Elle n'avait pas compris. Elle a son style, je trouve. C'est pas la femme mondaine, c'est pas la femme sexy, c'est pas la femme intellectuelle, c'est la femme camarade. Elle s'est détachée de cette exigence d'être femme. Depuis longtemps qu'on se demande qu'est-ce que ça doit être une femme, elle s'en fout. La jeune ministre a l'air timide et inoffensive. Helmut Kohl et les hommes de la CDU ne la voient pas venir. Mais quelqu'un remarque qu'elle a de l'ambition et de l'avenir. En ce début des années 90, la photographe Herlinde Köbel propose un contrat à 15 personnalités peu connues de la politique, de l'économie et des médias. Elle les prend en photo une fois par an pendant 8 ans. Parmi ces jeunes pousses, elle déniche un futur ministre des Affaires étrangères et 2 chanceliers, Joschka Fischer, Gerhard Schröder et Angela Merkel. Ça, c'est le premier portrait, en 1991, quand elle était encore très timide et réservée. Mais j'adore cette photo, parce que d'un côté, elle a quelque chose de gauche, et malgré tout, une très grande présence. Et ça, c'est le portrait assis. C'est toujours notre rituel. Un portrait du visage, un portrait assis et un portrait en pied. Parce que je voulais voir comment le langage corporel allait changer au cours des années. Ça, c'est en 1992. Elle est encore un peu gauche. Elle ne sait pas quoi faire de ses bras quand elle est photographiée. En 1998, il se passe quelque chose. Angela Merkel invente un geste de rien du tout, les 2 mains jointes par le bout des doigts. Si vous devez écouter un discours, plein de discours qui souvent ne sont pas très intéressants, automatiquement, vous vous affaissez un petit peu. Mais si vous faites ce losange, vous vous tenez automatiquement plus droite. Vos épaules sont en arrière et vous avez une tension tout à fait différente dans le corps. Donc vous n'avez pas l'air de vous ennuyer. Elle est loin de s'imaginer que ce losange deviendra sa marque de fabrique. Madame Merkel, oh oh, Frau Merkel, oh oh, Ce n'était pas sur la proposition de quelqu'un, d'un conseiller, d'un coach ou je ne sais quoi. Non, Angela Merkel a inventé ce langage par elle-même. Cette trouvaille du losange, c'est aussi le signe qu'elle est en train de muer. Elle gagne en assurance. En 1998, l'année du losange, le chancelier Helmut Kohl est battu par Gerhard Schröder et Angela Merkel est nommée secrétaire générale de la CDU. Même son regard change. Elle est prête. Et quelqu'un l'avait deviné avant les autres, son ami Volker Schlöndorff. En août 1999, il l'invite chez lui à une garden party. Je l'ai présenté à un de mes amis, le producteur Horst Wendland.
en lui disant « Est-ce que je peux te présenter la première femme chancelière allemande ?» Mais elle m'a foudroyé du regard comme au poker, comme si j'avais annoncé son bluff. Et Pour tu lui, crois que... c'était une petite politicienne pas intéressante. Ouais. Et c'est pour ça que tout le monde l'a sous-estimée à l'époque. Mais ça ne se sentait pas, parce qu'elle était aussi d'une grande bonhomie, elle aimait bien le vin rouge, elle était là, à table, elle racontait des blagues. Et elle était consciente du fait que d'être invisible et de ne pas être soupçonnable d'ambition pouvait la servir. Je ne sais pas si elle en était consciente ou pas. Mais on sentait, je dirais pas la volonté du pouvoir, mais on sentait une volonté très ferme d'avoir de l'influence sur la marche du pays. Il lui manque seulement l'occasion. Elle lui est apportée sur un plateau par un scandale de caisse noire qui éclabousse et bouleverse la CDU. Kohl, qui n'est plus chancelier mais président d'honneur du parti, est affaibli. Le coup de grâce lui est donné par sa propre fille politique, la gentille ministre qui l'appelait avec affection la gamine, et à qui elle devait presque tout. En décembre 1999, Angela Merkel publie un article à la une du grand journal Frankfurter Allgemeine Zeitung. C'est un appel implicite à se débarrasser d'Helmut Kohl. Personne n'imaginait le coup venir. Le mentor assassiné par sa propre fille, comme César par Brutus. Était-ce de sa part un calcul politique longuement mûri? Je vais poser la question à l'une de ses meilleures amies, l'ancienne ministre Annette Schavan. So, Frau Ministerin, vous vous souvenez de ça? Oui, bien sûr. Naturellement, je m'en souviens. Vous étiez dans le coup, vous-même? Personne n'en savait rien. Personne, même pas vous? Non, personne n'en savait rien. Elle seule a décidé d'écrire ce texte. Elle savait bien que si elle avait demandé à quelqu'un, elle n'aurait reçu que trop de remarques. Est-ce que c'est une bonne chose? Devons-nous faire ça? Utiliser ce mot ou un autre? Et donc, c'était clairement sa décision. Vous pensez qu'elle a été machiavélique? C'est dur à dire. C'est sûr qu'elle avait clairement un sens du pouvoir. L'inamovible Helmut Kohl est contraint de démissionner. La famille conservatrice est sans dessus dessous. Ceux qui vont m'en parler ont travaillé aux côtés d'Angela Merkel et font partie du premier cercle. Peter Altmaier, le ministre de l'économie, et Ulrich Wilhelm, son ancien porte-parole à la chancellerie. C'était un coup de massue, un véritable coup de tonnerre. Helmut Kohl était vraiment l'un des grands de la CDU, après Konrad Adenauer. Certainement la personnalité la plus importante. J'étais à l'époque extrêmement triste. J'étais toujours convaincu qu'il a beaucoup fait pour l'Europe et pour l'unité de l'Allemagne. Émettre une telle sentence, après relativement peu d'années au sein de la CDU, c'était d'un grand courage. Voir le grand parti chrétien-démocrate sali par une affaire de détournement de fonds n'est tout simplement pas acceptable. Pour la fille de pasteur, c'est d'abord une affaire de morale. Von Leuten, die es nicht mal schaffen, zuzustimmen, wenn es ums Abhören von Verbrechern geht, das lassen wir uns nicht sagen und da sind wir ganz klar. Angela Merkel a finement joué sa partie d'échecs. En un seul coup, elle a tué à la fois Helmut Kohl et le président de la CDU, Wolfgang Schäuble. Schäuble qui m'avouera plus tard, quand j'ai lu son article dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung, j'ai compris qu'Angela Merkel serait la première femme chancelière d'Allemagne. Bien entendu, il y avait aussi l'idée, c'est mon leadership et tous les autres vont devoir faire avec. Et moi, je suis convaincu que cet article est devenu la base de confiance du peuple allemand en Angela Merkel pendant toute sa carrière politique. La confiance, un autre élément clé de la stratégie d'Angela Merkel.
Or, ce lien de confiance qu'elle établira pendant 16 ans avec le peuple allemand commence par le choix de son entourage. Pour parvenir au sommet dans ce monde de mâles, l'animal politique qui vient de naître s'entoure de 2 femmes. Elles seront un soutien indéfectible dans son ascension. Il y a l'invisible et toute-puissante Beate Baumann, qui écrit ses discours, lui parle sans ménagement et la protège. Et il y a l'avenante Eva Christiansen, ancienne porte-parole adjointe de la CDU, habituée aux journalistes. Elles vont rester ses 2 plus proches conseillères à la chancellerie et jusqu'au bout. Dans les médias allemands, on appelait ça le Girls Camp, c'est-à-dire la chancelière avec ses 2 conseillères les plus proches. Et ça, à l'époque où les femmes n'étaient pas encore si représentées dans les fonctions importantes, c'était quelque chose de spécial. Qu'est-ce que ça dit d'elle, le fait qu'elle soit entourée comme ça Les 2 plus proches sont quand même 2 femmes autour d'elle. Bien sûr, c'est la réponse à ça. Parce qu'effectivement, vraiment, ce monde de mecs, on ne voulait pas que cette femme arrive au pouvoir. Et ça, elle a compris quand même. Et ça, le Girls Camp, c'est sa réponse à ça. Sa garde la plus rapprochée est féminine, mais Angela Merkel s'est toujours refusée à se définir comme féministe. Avec tous les problèmes qu'elle a eus, parce qu'elle est une femme, parce qu'elle vient de l'Est, elle ne pouvait pas en plus se mettre un panneau « je suis féministe ». J'ai toujours compris ça. Mais elle a permis une politique féministe. Sa première ministre de femmes était Ursula von der Leyen, maintenant on la connaît bien. Et Ursula von der Leyen a fait une politique de famille décidément féministe. Ursula von der Leyen est aujourd'hui présidente de la Commission européenne à Bruxelles. Hello. Difficile de faire plus opposé à Angela Merkel que cette bourgeoise catholique de l'Ouest, mère de 7 enfants. Et pourtant, ces 2-là vont révolutionner ensemble la CDU et le statut des femmes. Je me suis toujours impliquée avec beaucoup de passion pour la cause des femmes. Et j'ai toujours su que je pouvais me reposer sur Angela Merkel. Parfois, nos avis divergeaient. Mais nous nous sommes toujours soutenus l'une l'autre. Ce que démontrent Beate Baumann et Eva Christiansen, c'est le fait qu'Angela Merkel est très loyale. Elle s'attache aux gens très longtemps. Et ça lui donne du crédit. En ce début des années 2000, Angela Merkel est présidente de la CDU et toujours députée. Depuis les fenêtres du Parlement, elle va lorgner pendant 5 ans le bâtiment d'en face, la chancellerie, et méditer sa stratégie pour faire tomber son occupant du moment, son futur adversaire, Gerhard Schröder. Le chancelier social-démocrate est sa nouvelle cible. Elle l'a laissé se faire réélire en 2002 parce qu'elle savait que son heure à elle n'était pas encore venue. Maintenant, elle le tient. Alors qu'il propose des réformes du marché du travail impopulaires, les fameuses lois Hartz, les parlementaires de la CDU veulent s'y opposer. Mais Merkel, fine mouche, les convainc du contraire. Elle disait, ça va dans le bon sens, donc on va le soutenir. Si un jour, prochainement, nous allons gagner des élections, ce sont des réformes déjà mises en œuvre et nous pouvons donc continuer au lieu de recommencer à zéro. Le jour est venu. Le 18 septembre 2005, la CDU, emmenée par Angela Merkel, arrive en tête aux élections fédérales. Mais de justesse et sans majorité absolue. Elle doit donc former une coalition pour devenir chancelière. Le soir même, elle se retrouve face aux autres chefs de parti sur un plateau de télévision. Die Gäste heute Abend. Gerhard Schröder, Bundeskanzler und Spitzenkandidat der SPD. Angela Merkel, Vorsitzende der CDU und Kanzlerkandidatin der Union. Cette émission post-électorale est un rituel appelé Elefantenrunde, la ronde des éléphants. Gerhard Schröder a beau être arrivé en 2e position, il est convaincu que lui seul peut être élu chancelier. Entre Schröder et Merkel, les différences de style éclatent. Schröder, il était assis comme ça. Il a dit, mais celle-là, elle peut pas gouverner. C'est moi qui fais ça. Bon,
auf ein Gesprächsangebot von Frau Merkel bei dieser Sachlage einginge, indem sie sagt, sie möchte Bundeskanzlerin werden. J'ai vu cette ronde des éléphants à la télé et j'étais effarée. Nous étions tous consternés. Je m'en souviens bien, on s'est tous dit « c'est quoi ça ?» Certains ont même dit « mais il a consommé quelque chose ou quoi ?» Natürlich mit den Nachfolgern im Amt des Parteivorsitzenden, also doch nicht im Amt des Bundesaußenministers. Also ich sage Ihnen... Elle est restée très calme, même si je sais qu'intérieurement elle bouillait. Mais elle a eu l'intelligence de ne pas se laisser provoquer. Angela Merkel ne voulait surtout pas en rajouter. Autrement dit, elle ne voulait pas dramatiser la situation. Elle a laissé filer. Laissons-lui ce moment, d'accord, et ensuite ce sera fini. Bin einigermaßen überrascht, in welcher Art und Weise nun hier von der anderen Seite das Ergebnis dargestellt wird. Es ist einfach schlicht und ergreifend so, dass Sie heute Abend nicht gewonnen haben und Rot-Grün nicht gewonnen hat. Das ist die Realität, ja. Lassen Sie uns an dieser Stelle nicht neu anfangen. Ce calme d'Angela. Ce n'est pas qu'un style, mais une autre de ses cartes stratégiques. Elle répète d'ailleurs souvent cette phrase que son père lui a fait lire dans la Bible. In der Ruhe liegt die Kraft. Dans la tranquillité, dans la confiance sera votre force. Cette force tranquille, Angela Merkel va l'utiliser face aux attaques des hommes, jusqu'à la victoire. L'opposition disait, mais non, impossible, cette femme ne peut pas gouverner l'Allemagne. On s'imagine, après avoir gagné les élections. Et les médias aussi, tout le monde écrivait, oh, on ne sait pas si elle peut vraiment être chancelière. Par exemple, Schröder, il pourrait quand même encore gouverner 2 ans, et après, ça sera Merkel 2 ans. 2 mois plus tard, Angela Merkel est élue chancelière à la tête d'une grande coalition. Gerhard Schröder quitte la politique, la queue basse. Das ist ein starkes Signal für viele Frauen und für manche Männer sicherlich auch. À 51 ans, elle devient la première femme chancelière d'Allemagne. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen. Mais Angela Merkel a le triomphe modeste. Son mari ne vient même pas assister à son sacre et ses parents restent impassibles. On a été élevé comme ça dans la famille. Ses parents étaient très fiers. Mais la discipline veut qu'on appréhende ça en silence. Depuis des années, je m'interroge sur la relation particulière d'Angela Merkel avec le pouvoir. Quel est le moteur secret de son ambition? D'où vient le cap qu'elle s'est fixé? La réponse, encore une fois, est dans son enfance. Sa plus grande motivation, c'était son père. Son père, le pasteur Horst Kastner, sa statue du commandeur à elle. C'est lui qui fixe le cap de ses valeurs. L'austérité, le travail, la morale. Son père était un homme assez grand, assez charismatique. Il était très exigeant vis-à-vis de sa fille. Elle ne pouvait pas vraiment se laisser aller ou répondre quelque chose du genre « Aujourd'hui, j'ai pas envie ». C'était impossible. Angela Merkel reste imprégnée par ses valeurs protestantes. Elle a maintenu la simplicité dans sa vie agitée. Elle et son mari se sont fait construire cette petite maison, une datcha, en pleine campagne. Là, derrière la palissade, à une trentaine de kilomètres de Templin, où ils continuent à aller presque tous les week-ends. Elle continue à faire ses courses, à acheter ses fromages français et à aller le plus souvent possible aux concerts et au théâtre. Elle manque rarement les premières de son ami, le grand acteur de théâtre Ulrich Mattes. Ils se sont rencontrés lors d'un dîner chez Volker Schlöndorff. Allô? Il est de gauche, comme Schlöndorff, mais la chancelière les séduit tous. C'était une belle soirée. On a tous discuté. Je sentais qu'on sympathisait l'un et l'autre.
Et ensuite, quand elle est partie vers minuit, j'ai eu le courage de lui dire « Madame Merkel, la prochaine fois que vous venez au théâtre, appelez-moi. Voilà mon numéro. » Et je me dis « Bon, bah voilà, c'est fait, on se reverra jamais. » Et quelques semaines plus tard, je faisais mes courses au supermarché, mon téléphone sonne et j'entends « Merkel à l'appareil ». Et là, je me dis « Oh là, j'ai cru qu'on me faisait une farce. » Mais non, c'était Merkel. Elle me dit « Je viens avec mon mari, tel jour, voir Oedipe. » Alors je lui réponds « Je peux vous avoir des places gratuites. » Elle me dit « Non, 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 moi je paye. » Elle est chancelière, mais elle ne le souligne jamais. Parfois, quand on se voit, elle n'est même pas maquillée. Je crois que tous les symboles du pouvoir, tous ces clichés de l'exercice du pouvoir, ça ne l'intéresse pas du tout. Sur la scène internationale aussi, Angela Merkel détonne. Les chefs d'État et de gouvernement voient arriver une dirigeante allemande qui ne ressemble à aucun de ses prédécesseurs. La première femme, après Margaret Thatcher, à la tête d'un grand pays européen, mais dans un style radicalement différent. Celui qu'il a aussitôt apprécié est le Premier ministre britannique de l'époque, Tony Blair. Crise du Covid oblige, l'interview se fait par Skype. Il me raconte cette ovni politique. Hi Tony, so happy to see you. C'est un plaisir. À la première réunion avec Angela, j'étais beaucoup impressionné. Malgré le fait qu'elle était du Parti conservateur, moi j'étais du Parti travailliste, il y avait une rencontre des esprits dès le premier moment, franchement, parce qu'elle était tout à fait différente des autres chanceliers que j'ai rencontrés. Très calme, beaucoup moins affirmée, beaucoup moins, on peut dire, beaucoup moins agressive, mais avec une autorité tranquille. La tranquillité, elle en a fait une méthode. Elle va en avoir besoin plus que jamais face à cet homologue difficile qui a mis la main sur la Russie et qui défie la communauté internationale. Vladimir Poutine. L'histoire la plus connue avec Poutine, c'est la photo avec le chien. Vladimir Poutine vient du même monde de l'Est qu'elle. Il était agent du KGB, la police politique soviétique. Il était même en poste chez elle, en Allemagne de l'Est. Face à l'occupé, l'occupant ne connaît que l'intimidation. Il s'est renseigné sur ses faiblesses et il en a découvert une bonne. La chancelière a une peur panique des chiens. Il va en jouer avec délectation en lui imposant son labrador. Angela Merkel vit un calvaire et confie ensuite à un conseiller. Je les connais par cœur, lui et ses méthodes. C'est typique du KGB. Elle nous a raconté cette histoire au cabinet. On a vu les images et on a senti tout ce cynisme qu'on voit dans le regard de Poutine. Angela Merkel est une personne dont la discipline est extraordinaire. Et il n'a pas réussi son coup avec elle. Poutine l'a sous-estimé un peu, mais pas après quelque temps, parce que c'est évident qu'elle était absolument préparée à avancer les intérêts de l'Allemagne et les valeurs de l'Europe. Ceux qui vont se trouver en première ligne pour éprouver sa capacité de dialogue et de négociation, ce sont les présidents français. Elle en a épuisé 4. Et à chacun a correspondu une crise européenne ou mondiale. De Chirac à Sarkozy, Angela Merkel passe de la France du baise-main à celle qui se lève tôt. Je vais rencontrer le principal intéressé du couple Merkel-Sarkozy, cette alliance explosive de deux tempéraments contraires. Vous êtes d'une élégance, Marie, impressionnante. Psychédélique. C'est vrai qu'Angela et moi, on ne peut pas imaginer plus différent. Elle est froide au sens qu'elle vient de l'Est, je suis chaud au sens que je viens de la Méditerranée.
Elle a conceptualisé la lenteur comme une solidité, et j'ai conceptualisé la vitesse comme une marge de manœuvre. Et donc, on n'était pas fait pour s'entendre, et en vérité, on s'est très bien entendu. Vous savez, on a parlé de Merkozy très tôt. Un couple, il fonctionne quand il est complémentaire, pas quand les deux personnes se ressemblent. Le couple Merkozy est mis à l'épreuve une première fois en septembre 2008. La crise dite des subprimes entraîne la faillite spectaculaire de la banque américaine Lehman Brothers. Une crise financière mondiale menace. Le président français veut agir vite, mais pas la chancelière. Elle a pensé pendant longtemps que c'était une crise américaine et que c'était pas une crise qui emporterait le monde. Wir sind im Augenblick ein bisschen in der Gefahr, dass sozusagen jeden Tag angesichts auch schwieriger Informationen sich die Ereignisse überschlagen. Nicolas Sarkozy profite d'un conseil des ministres franco-allemands à l'Élysée pour presser Angela Merkel d'adopter un plan de relance au niveau européen. J'en avais plus qu'assez parce qu'elle refusait d'abonder un fonds de soutien pour faire face à la crise financière. Elle ne voulait pas mettre quelques milliards. Enfin, c'est pas qu'elle était un peu contre, pour le coup. Elle était totalement contre. Ich habe hier noch einmal deutlich gemacht, dass mir auch an Maßnahmen liegt, die zum Teil gar kein Geld kosten. Chaque fois que j'ai mis une idée sur la table, et j'en ai mis beaucoup, je ne cherchais pas à la convaincre. Parce que je savais que ça ne servait à rien. Je mettais l'idée sur la table, je lui expliquais, et mon ambition était très grande. C'était pas qu'elle dise oui, parce qu'elle ne dirait pas oui. C'était qu'elle ne dise pas non. Le dogme allemand de l'orthodoxie budgétaire et la lenteur de réaction d'Angela Merkel forment ensemble un cocktail inquiétant. La qualité de la prudence devient dans l'urgence un défaut. Le président français critique publiquement son immobilisme. On est d'accord sur la nécessité de prendre d'autres mesures. La France y travaille, l'Allemagne y réfléchit. Et donc quand j'ai dit la France agit, l'Allemagne réfléchit, c'était pas très aimable, elle avait raison de ne pas être contente. Et elle m'a dit, tu sais, moi, je suis lente parce que toute ma vie, je m'étais préparé à attendre mes 65 ans. Mais je dis, pourquoi tes 65 ans? Parce qu'à 65 ans, dans l'Allemagne de l'Est, on avait le droit de partir en Allemagne de l'Ouest. Et donc, nous, il fallait qu'on attende. Et elle a surpris le président Sarkozy en arrivant à une réunion avec un plan d'action courageux et sérieux. Il était très surpris et il a dit « C'est extraordinaire, tu as déjà tout préparé. » J'ai immédiatement pris la balle au bond en disant bah, « Regardez, j'ai une proposition de l'Allemagne agit et moi je réfléchis. » Bon, c'était pas grave, mais c'est vrai que ça n'avait pas vocation à être aimable. Et si c'était à faire, sans doute je ne le referais pas. Bon, mais vous savez, 5 ans de vie commune, en quelque sorte, il peut y avoir des moments où on se relâche un peu. C'est une femme que je respecte, c'est une femme courageuse, c'est une femme intelligente. Et en 12 mois, Monsieur Merkel, Angela et moi, nous nous sommes vus 12 fois. Je suis prêt, Monsieur Merkel, à comparer nos agendas. Angela Merkel et moi, on fait un couple harmonieux. Quelle a été sa réaction quand Sarkozy a dit ça? Oh, ça l'a fait rire. Elle a de l'autodérision aussi. Elle a un bon sens de l'humour, y compris à propos d'elle-même. C'est vrai qu'elle regardait des films de Louis de Funès pour comprendre Sarkozy? Est-ce que c'est vrai? Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'était écrit dans le journal. Et je ne veux pas faire de commentaires supplémentaires là-dessus. Okay. Bonjour madame, bravo! Dans le couple Sarko-Merkel, le temps des sourires ne dure pas longtemps. La crise financière mondiale se prolonge en Europe par la crise de la dette publique grecque. On prend les mêmes et on recommence.
Face à ceux qui, comme le Français Nicolas Sarkozy, veulent venir en aide à la Grèce pour éviter un phénomène de domino dans toute la zone euro, Angela Merkel reste à nouveau inflexible. Pour elle, l'orthodoxie budgétaire est comme toujours une question de morale. Dans la crise grecque, je pense qu'elle n'avait pas de marge de manœuvre. Parce que c'est toute l'Allemagne qui disait « mais les Grecs n'ont pas travaillé, mais les Grecs ne payent pas d'impôts, mais les Grecs sont des fraudeurs, etc. » Il faut les punir. Et je disais à Angela Merkel, mais vous êtes fou. Vous avez aimé Lehman Brothers? C'est une banque, une des 5 grandes banques américaines qui fait faillite, ça emporte le monde. Là, c'est un pays de 9 millions d'habitants. J'ai dit, Angela, tu n'as rien vu avec Lehman Brothers. Si la Grèce tombe, fait faillite, c'est Lehman Brothers en 20 fois pire. Oui, mais tu comprends, les Allemands travaillent, eux, ils font rien. Mais je dis, c'est pas une question de morale. Nicolas Sarkozy quitte le pouvoir avant d'avoir fait changer d'avis Angela Merkel sur l'aide à la Grèce. Son successeur prend le relais. Dès les premières heures de sa présidence, il est mis dans l'ambiance. Le soir de mon élection, la première à m'appeler et dit voilà, ce serait bien que nous puissions nous rencontrer rapidement. Je vous invite à la chancellerie, d'où mon départ le soir de mon installation. Après à peine 4 minutes de vol, le jet présidentiel subit un coup de foudre similaire à celui-ci. L'incident dans l'avion, enfin de l'avion dans le ciel. Erst einmal eingeschlagen hat. Vielleicht ist dies ja ein gutes Omen für die Kooperation. Et on aurait pu à ce moment-là précipiter les choses. Et on a pris le temps nécessaire, c'est-à-dire une bonne partie de la nuit. Elle a pris le sujet qui l'intéressait, c'est-à-dire l'euro, la Grèce, notamment sur la question de l'orthodoxie budgétaire. Donc elle était très, très vigilante là-dessus. La position dogmatique d'Angela Merkel n'est pas due seulement à elle-même. Elle doit composer avec les députés du très puissant Bundestag, eux-mêmes représentants d'une opinion publique, lassée de payer pour les autres, alors que l'Allemagne tient ses finances publiques et qu'elle est le plus gros contributeur au budget européen. Elle a envisagé la sortie de la Grèce de la zone euro? Je pense que c'était une option pour elle, mais il fallait que je lui démontre qu'il y en avait une autre. C'est-à-dire, elle ne le souhaitait pas, ce scénario de la sortie, mais elle l'avait envisagé. La chancelière est en fait prise entre deux feux. Elle est confrontée à l'opposition de son propre camp, et notamment à celle de son autoritaire ministre des Finances, le fameux Wolfgang Schäuble, grand commandeur de l'austérité budgétaire. L'art merkelien du compromis consiste à naviguer entre ses différents adversaires. Il était important pour elle, et là, elle était du même avis que Schäuble, que la Grèce se réforme, que la Grèce s'améliore sur le plan économique. Il ne suffisait pas de donner des liquidités, il fallait également réformer. C'est toujours ainsi que Mme Merkel procède. Elle accepte finalement de remettre en cause ce qui était un tabou jusque-là, mais elle va demander des contreparties. La méthode allemande, c'est de dire on vous prête, on vous donne même de l'argent, ce sera la commission qui le fera, mais on va contrôler. La lenteur de décision d'Angela Merkel coûte très cher aux Grecs, étranglés par l'austérité imposée. Elle coûte cher à l'image de l'Europe, mais aussi à celle de la chancelière, qui, à force de dogmatisme et de morale, n'en sort pas grandie. On l'a caricaturée en Hitler. C'était une critique monumentale contre elle. Et elle a eu la grandeur de dire « J'ai grandi en Allemagne de l'Est. Et je sais ce que ça signifie aujourd'hui, d'avoir une presse libre, une liberté d'opinion, le droit de manifester, toutes les valeurs de la démocratie en somme. » En Allemagne aussi, ses opposants lui ont reproché sa gestion de la crise grecque. Direction Francfort pour retrouver un ancien eurodéputé franco-allemand qui a fichu la pagaille en France en mai 68 pendant que la collégienne Angela Merkel, en Allemagne de l'Est, rêvait d'une liberté inaccessible. Salut Dany Cohn-Bendit. Elle n'a pas de vision. Elle gère d'une manière très prudente
et ça fait du bien. Elle n'est pas péremptoire, mais elle n'a pas beaucoup d'imagination politique. Soyons sincères. Donc c'est ça Merkel. Et il y a des moments où justement l'Europe avait besoin d'initiatives fortes. Et pourtant, Angela Merkel fait parfois des volte-face inattendues. Après la catastrophe de Fukushima en 2011, elle décide d'un jour à l'autre l'arrêt des centrales nucléaires allemandes. D'ailleurs, sans en mesurer les conséquences. Bon, elle a vu que la population allemande était majoritairement contre le nucléaire et elle a accepté, elle a eu la fulgurance de décider on sort du nucléaire. Ça, c'est typique de sa capacité tout d'un coup à un moment. L'autre situation, c'était 2015 et les réfugiés. C'était pas préparé. À l'été 2015, l'Europe est sous le choc. Des centaines de milliers de réfugiés fuyant la guerre en Syrie sont arrivés sur les côtes européennes. Ils traversent les Balkans à pied et se retrouvent bloqués à la frontière hongroise. Ils n'ont qu'une idée en tête, atteindre l'Allemagne, réputée prospère et à juste titre, accueillante. C'est là qu'elle dit « Moi, je viens de l'Allemagne de l'Est, jamais j'enfermerai mon pays de nouveau derrière des barbelés. » Angela Merkel décide de ne pas fermer les frontières de l'Allemagne. Elle laissera entrer près d'1 million de personnes, contre la volonté de la grande majorité des dirigeants européens, qui ne voulaient pas voir que ces migrants se trouvaient déjà sur le continent. Elle remplit son devoir d'humanité et sauve l'honneur de l'Europe. C'était une décision très controversielle, mais Angela Merkel, elle a jamais reculé. Elle était là vraiment pratiquement seule contre les autres, quoi. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt anfangen, uns noch entschuldigen zu müssen dafür, dass wir in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen, dann ist das nicht mein Land. Au nom de la liberté et en plein tumulte de la crise des migrants, Angela Merkel prononce 3 mots qui susciteront autant d'agacement que d'admiration. Wir schaffen das. Ça veut dire « on va le faire, on va y arriver ». Elle va les répéter plusieurs fois au point d'en faire une phrase culte, un symbole au même titre que le losange de ses mains. Madame Merkel, c'est « Wir schaffen das ». Wir schaffen das. Wir schaffen das, ça signifie « faisons-nous confiance ». On est en plein dans une crise très grave. On en a vu d'autres et on surmontera celle-ci aussi. C'est un encouragement. Ce qu'elle veut dire, c'est « il y a plus de choses possibles que ce que vous croyez ». C'est ce qui rend un politicien exceptionnel. De temps en temps, il faut aller à contre-courant, parce que c'est seulement quand on a une vision qu'on peut diriger. L'image d'Angela Merkel dans le monde a basculé. La mère fouettarde de la crise grecque, qui semblait insensible à un peuple étranglé, est perçue à travers le monde comme la personnalité de l'année. Plus que jamais, elle est la maman des Allemands, qui l'ont déjà surnommée Mutti. Elle fait encore preuve d'humanité en venant voir François Hollande juste après les attentats de Charlie Hebdo. Elle est ainsi à l'origine de la manifestation historique de la place de la République à Paris. Elle arrive donc le 11 janvier. Je recevais les chefs d'État et de gouvernement à l'Élysée avant de nous rendre nous-mêmes sur le boulevard Voltaire. Y avait-elle pensé? Je ne lui ai pas posé la question. Elle a trouvé ce geste de poser sa tête comme pourrait le faire un membre de la famille. Un geste d'affection qu'on ne fait pas dans les réunions internationales. La crise des migrants marque la fin du 3e mandat d'Angela Merkel. Et elle a en Allemagne un prix politique. L'AfD, un mouvement né pendant la crise grecque, devient un parti d'extrême droite anti-immigration, propulsé sur le devant de la scène à la faveur de la crise des migrants.
Et là, on voit sa faiblesse. C'est-à-dire, elle n'a pas tiré tout de suite la conséquence de l'ouverture des frontières, c'est-à-dire comment changer la politique d'accueil. C'est pour ça qu'une partie de ses électeurs, une partie de la droite, a été complètement désarçonnée par ces fulgurances. Mais la peur de l'immigration frappe les esprits bien au-delà de l'Allemagne. Dans la foulée de la crise des migrants, vient l'année 2016 et ses 2 tsunamis politiques. Le référendum sur le Brexit, puis l'élection de Donald Trump. Il joue sur le fantasme d'une invasion de l'Occident par des hordes de barbares. De Johnson à Trump, en passant par Orban, Salvini, Bolsonaro ou l'ascension de Marine Le Pen, une vague nationaliste populiste menace. Angela Merkel n'a pas envie de rempiler pour un 4e mandat, mais elle est face à un cas de conscience. Et elle se pose cette question, qu'est-ce que je dois faire? Je pense que son choix, sa décision, ça a été de ne rien faire qui puisse permettre à l'extrême droite de prendre davantage de position. Je crois que l'élection de Trump est une des raisons pour lesquelles elle s'est représentée. Elle s'est dit « Je ne peux simplement pas partir maintenant. C'est un temps de confrontation qui commence sur les principes de base de la démocratie, sur ce qui compte pour nous et ce qu'on ne peut pas sacrifier au populisme. » C'était presque quelque chose qu'on pourrait dire l'appel de la patrie. Voilà, je suis là, c'est par devoir. Le 4e mandat d'Angela Merkel est aussi celui de son 4e président français. Le jeune et fringant Emmanuel Macron est le réformateur que la chancelière attendait. Mais le lyrisme européen d'Emmanuel Macron agace la chancelière. Elle se sent sous pression et lui oppose son éternelle lenteur merkelienne. Avec la crise du coronavirus, Angela Merkel va faire sa révolution. En 2020, face à cette crise inédite, la chancelière allemande et le président français annoncent leur initiative commune d'un plan de relance européen d'une ampleur historique. Europa muss zusammenstehen und deshalb wollen wir einen zeitlich befristeten Fonds auflegen im Umfang von 500 Milliarden Euro. Monsieur le ministre Clément Beaune, vous qui êtes dans la salle des machines du Macron-Merkel depuis le premier jour, dites-nous, pourquoi et en quoi Madame Merkel a-t-elle changé? Ça va? Ça va, merci beaucoup pour l'interview. C'est un grand choc. On est pour la dette commune ensemble, français et allemand, 500 milliards d'euros, c'est pas une petite somme. On achète beaucoup de choses à ce prix-là. Tout le sommet européen qui dure 4 jours et 4 nuits, qui est le plus long sommet de l'histoire, ils les passent ensemble. Ma conviction, c'est que, oui, elle ne voulait pas revivre ce qu'elle avait vécu politiquement, humainement, peut-être, sans doute, au moment de la crise grecque. Dieses Programm, so ist es ja auch gedacht, soll den Ländern, die besonders betroffen sind, wirtschaftlich von dieser Pandemie, auch die Möglichkeit geben, notwendige Investitionen. Elle gère la crise suivante en ayant tiré les leçons de la crise précédente. Et donc, un grand leader, c'est aussi un leader qui évolue, qui accepte d'apprendre. Et de ce point de vue-là, Angela Merkel nous donne quelques leçons. Il y a des moments qui la touchent et qui la fait changer. C'est ça sa fulgurance, c'est fait. Et là, c'est la même chose. Pour d'autres raisons, que ça soit les migrants, que ça soit le nucléaire ou la pandémie, font enfin, elle comprend qu'il y a une autre réalité que celle qu'elle s'est façonnée idéologiquement ou même scientifiquement. Cette conversion européenne d'Angela Merkel, c'est ce que s'obstinait à obtenir le président Macron depuis 3 ans, sans succès. Souvent, M. Macron m'a dit « Mais comment faisiez-vous pour la convaincre ?» Mais je dis « Je ne cherchais pas à la convaincre. C'est la meilleure solution. » J'avançais, et avec son intelligence, elle voyait si c'était bien ou pas. Je ne sais pas ce que se sont dit Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron, mais je sais que le président Macron a toujours beaucoup cherché les voies de passage. Mais avec toujours... Elle est dure à convaincre? Oui, elle est difficile à convaincre parce qu'elle veut être sûre. Elle veut être sûre. Elle veut être sûre que c'est la bonne décision. Elle veut analyser, elle veut décrypter, elle veut décortiquer. Et donc, il faut lui donner des arguments. Mais comme tous les gens qui ne décident pas sur un coup de tête, leur décision est aussi très solide.
Au cours des crises successives qu'Angela Merkel a eu à gérer pendant 16 ans, sa lenteur a parfois coûté cher. Mais on pouvait compter sur la solidité de ses décisions. C'est pas une femme qui va vous faire un discours brillantissime. C'est pas une femme qui va faire lever les foules. Mais c'est une femme solide. Et rien que par son incarnation de l'Europe, elle est une grande européenne. C'est évident qu'elle a des valeurs très, très fortes. Et oui, on s'inquiète parce que c'est la perte d'un caractère qui représente dans son caractère l'esprit de l'Europe. Merkel s'en va, c'est la fin, disons, de l'anesthésie idéologique. Elle a anesthésié le débat. C'est-à-dire que l'anesthésie permet de calmer les choses, c'est son rôle, l'anesthésie, mais en même temps, elle endort tout le monde. Qui aurait imaginé que cette gamine de l'Est devienne un jour une icône pop? Merkel est entrée dans nos têtes comme une chanson populaire. Et elle s'en va. Après 4 mandats, 16 ans de chancellerie et au sommet de sa popularité. Aucun autre dirigeant dans le monde n'a jamais été capable de quitter le pouvoir de son plein gré après une telle longévité. Elle aurait pu être réélue. Mais c'est nein. Vous pensez que le pouvoir va lui manquer? Non. Enfin, je ne crois pas. Je crois qu'elle vit avec cette leçon de l'Ancien Testament. Et il y a un temps pour tout. Elle va nous surprendre avec des choix intéressants à nouveau. J'en suis sûr. Voilà, Madame Merkel, vous nous quittez. Après avoir passé 35 ans de votre vie sous la dictature et 30 ans dans la politique, vous allez vivre pour la première fois ce mot dont vous avez tant parlé, tant rêvé, et qui vous est si cher, la liberté. On va continuer sans vous. Mais j'avoue, dans ce monde qui a perdu ses repères, votre boussole morale va me manquer.